Bonjour à tous, bienvenue à la webconférence sur le thème eau du référentiel HQE bâtiment durable. Donc un petit rappel pour les nouveaux arrivants, un peu de logistique. De façon à faciliter la présentation, tous les micros ont été coupés et ils seront rallumés à la fin de la présentation pour des questions-réponses. La conférence est enregistrée et sera diffusée sur une plateforme de vidéo en ligne prochainement. Si vous n'arrivez pas à voir la présentation, celle-ci vous avez été envoyée par mail il y a quelques minutes. Donc, le sommaire de cette présentation. Donc, nous allons voir dans un premier temps ce qu'est Certivea, une rapide présentation de Certivea. Suite à ça, nous verrons quels sont les objectifs de la webconférence, puis nous rappellerons le fonctionnement global du référentiel HQE bâtiment durable. Nous détaillerons ensuite le thème, verrons quels sont les contextes, les enjeux de l'eau au sein du bâtiment. Nous verrons comment ce thème est organisé au sein du référentiel et comment il est noté. Et finalement, nous verrons comment ce thème est développé sous ISIA. Alors premièrement, Certivea. Certivea, c'est une filiale du CSTB. Nous sommes un opérateur de services sur la performance durable et la qualité de vie des bâtiments et des territoires. Certivea est principalement connu pour sa certification HQE bâtiment non résidentiel, mais nous possédons également d'autres offres, comme par exemple un label sur l'accessibilité, sur le bâtiment biosourcé, le nouveau label E+, C-. Et nous travaillons aussi sur différentes échelles, comme sur le quartier avec HQE aménagement, les infrastructures avec HQE infrastructure. Alors quels sont les objectifs de la webconférence? Dans un premier temps, nous allons voir quels sont les enjeux de la gestion de l'eau dans le bâtiment. Et ensuite, nous verrons comment ce thème est organisé et noté au sein du référentiel. Le référentiel HQE bâtiment durable comprend 4 engagements: qualité de vie, performance économique, respect de l'environnement et management responsable. Ces quatre engagements sont divisés en 12 objectifs et l'eau se situe dans l'objectif une utilisation raisonnée des énergies et des ressources naturelles qui se situe dans l'engagement respect de l'environnement. Nous pouvons voir ici la déclinaison des engagements jusqu'au thème. Donc on voit bien qu'on est dans l'engagement respect de l'environnement, dans l'objectif utilisation raisonnée des énergies et des ressources naturelles. Alors quels sont les contextes et les enjeux du thème eau? Premièrement, des enjeux de rareté. L'eau douce ne représente que 2,5% des ressources en eau de la planète. C'est donc une ressource rare et précieuse. C'est pour cela qu'on doit chercher à l'économiser. Ensuite, la ressource en eau renouvelable était disponible, était de 7500 mètres cubes par personne par an en 1995, alors qu'elle est seulement de 17 000 cubes par personne par an, alors que justement elle était plus élevée en 1950 avec 17 000 mètres cubes par personne. Avec le rythme de croissance démographique actuel couplé à l'industrialisation, cette ressource en eau devrait chuter à 5100 litres mètres cubes par personne par an en 2025 selon le Centre d'information sur l'eau. Il y a également des enjeux environnementaux, qu'un employé de bureau consomme entre 10 et 30 litres d'eau par jour. Un repas comprend 20 litres d'eau à peu près et on compte 10 litres d'eau par mètre carré arrosé. Et pour finir, des enjeux économiques, vu que dans le cas d'une petite fuite d'eau sur un robinet, qui représente environ 4 litres par heure, ça fait 35 mètres cubes par an, ce qui fait 100 euros par an. Dans le cas d'un goutte à goutte, on peut compter 16 litres par heure, ce qui fait 140 mètres cubes par an, et 450 euros par an. On voit donc que l'eau a des impacts sur l'économie et sur les factures. Maintenant, quelles sont les obligations réglementaires qui sont liées à la gestion de l'eau au sein du bâtiment? Donc, dans un premier temps, il faut savoir que la plupart des exigences réglementaires sont au niveau local.
Donc par exemple, ça peut être au niveau du débit de fuite autorisé par la parcelle. Donc là, nous allons voir quelques obligations réglementaires, mais elles sont pas toutes présentes. Nous avons par exemple, au niveau du Code de la santé publique, l'interdiction de déverser des eaux usées dans les milieux naturels sans traitement préalable. Donc pour cela, on doit être accordé au réseau communal ou s'équiper d'un système d'assainissement autonome. Sur la gestion des eaux pluviales, nous avons au niveau de la collecte et du traitement la loi sur l'eau qui réglemente les rejets d'eau pluviale, qui sont donc soumis à une procédure. Et nous avons aussi une délimitation des, je cite, zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et du ruissellement. Maintenant, nous allons voir comment est organisé le thème eau au sein du référentiel HQE bâtiment durable. Alors, il est organisé en deux sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est la consommation d'eau potable, et le deuxième, la gestion des eaux pluviales et des eaux usées au sein de la parcelle. Au sein du sous-thème consommation d'eau potable, nous avons deux exigences, une sur la consommation d'eau potable en mètres cubes par mètre carré par an et la consommation annuelle d'eau potable du bâtiment. Pour ce qui est de l'eau pluviale et des eaux usées, on va retrouver des exigences notamment sur le débit de fuite, le calcul du taux d'absorption, ou les dispositions prises pour assurer un traitement des pollutions chroniques et accidentelles. Pour la gestion des eaux usées, nous avons des exigences sur l'installation en place en fonction du type d'assainissement. Ah, sur cette slide, nous allons faire un zoom sur une exigence, et donc là, vous avez un extrait de ce qui était préalablement appelé l'outil cible 5, qui est l'outil item eau, qui permet de renseigner certaines exigences relatives à l'eau. Donc il a été un peu modifié et dans une prochaine mise à jour, il vous sera livré tel que je vous le présente actuellement. Donc premièrement, il faut renseigner des informations sur le bâtiment qui peuvent permettre d'obtenir des informations sur par exemple la consommation d'eau potable. Donc nous avons le nombre d'occupants permanents, le pourcentage d'hommes au sein du bâtiment qui est à remplir uniquement en présence d'urinoir dans le bâtiment. Nous demandons aussi des informations sur le nombre de visiteurs, la durée moyenne de ces visites. Et en ce qui concerne les hôtels, le nombre de clients moyens par jour et le pourcentage de clients utilisant une baignoire. Le nombre de journées considérées par an est défini dans un PDF qui est présent sur ISIA qui s'appelle consommation d'eau et il est mis en place automatiquement. Vous avez ainsi le découpage du nombre de journées considérées en fonction de la typologie du bâtiment. Donc en jaune, nous avons toujours les cases à remplir. Donc cet onglet permet de répondre aux exigences relatives aux consommations d'eau. Il est à remplir uniquement quand on ne possède pas les factures réelles des consommations d'eau, donc plutôt en phase programme jusqu'à réalisation. Il est différent de l'outil cible 5 qui était présent sur l'ancienne démarche HQE, puisque ici on ne regarde plus les besoins de référence par rapport au projet, mais on regarde directement les consommations d'eau. Donc il faut dans un premier temps fournir les consommations du type d'appareil concerné. Ces éléments seront à justifier par des fiches techniques des appareils. Ensuite, nous avons une colonne sur la potabilité de l'eau. Suite à cela, la fréquence d'utilisation des équipements, donc en nombre d'utilisations par jour et par occupant permanent, ce qui permet d'avoir les besoins journaliers du projet en eau potable. Ensuite, nous avons les consommations d'eau potable qui sont hors sanitaire et hors cuisine. Donc, en premier lieu, on va voir quels sont les types d'appareils concernés. Donc, il est possible d'ajouter des appareils dans les colonnes en bas. On va voir donc si l'appareil a besoin d'eau potable ou non, et suite à ça, vous aurez à remplir les besoins journaliers du projet en eau potable ou en eau non potable.
Quand vous aurez rempli ces tableaux, ça vous donnera un résultat, sachant que les deux premières lignes, pardon, correspondent aux deux exigences sur le sous-thème consommation d'eau potable. Maintenant, le taux d'absorption de la parcelle. Donc, ce tableau permet de répondre à l'exigence sur le taux d'absorption de la parcelle. Donc, premièrement, on a les surfaces types qui sont renseignées, avec la possibilité de rajouter de nouveaux types de surfaces, ici. Nous avons donc à remplir en jaune la surface en mètres carrés. Et ensuite, les coefficients d'imperméabilisation et son pendant, le coefficient d'absorption qui correspond à la capacité absorbante, excusez-moi, de la parcelle. Donc quand vous remplissez un nouveau type de surface, vous aurez à remplir aussi le coefficient d'absorption et à justifier ce coefficient d'absorption. Après avoir rempli ce tableau, ça vous permet d'avoir le taux d'absorption de la partielle qui est à renseigner dans l'exigence du même nom. Nous allons voir désormais quelques questions fréquentes sur la thématique eau. Premièrement, au niveau des mutualisations possibles, donc c'est-à-dire que lorsqu'une opération contient plusieurs bâtiments et qu'une partie de ces bâtiments est inclus dans le périmètre de certification, il est possible de mutualiser le calcul du débit de fuite et le taux d'absorption de la parcelle. Sur les dépollutions d'eau pluviale, donc si vous avez pu un peu naviguer sur le référentiel, vous avez vu que on demande des dispositions prises pour traiter les eaux en cas de pollution accidentelle et pollution chronique. Et suite à la prochaine mise à jour, nous allons rendre non applicables ces deux blocs d'exigence si la zone ne présente pas de zone à risque. Et un dernier point de rappel, on a souvent des questions sur les solutions à mettre en place, justement en cas de traitement des pollutions. Donc nous voulions vous rappeler que le référentiel n'est pas prescriptif sur sur les dispositifs à mettre en place. Comment est noté le thème eau? Donc comme on l'a vu précédemment, le thème eau comprend deux sous-thèmes, l'eau potable et les eaux usées et pluviales. Donc chaque sous-thème comprend 50% de la note. Donc la note finale, c'est l'agrégation entre ces deux sous-thèmes, sachant qu'il faut obtenir minimum classe C pour les bâtiments neufs et classe E pour les bâtiments existants et rénovés. Donc là, quand on parle de classe C et classe E, il est important de noter que c'est au global, c'est-à-dire que ce n'est pas sur un bloc d'exigence ou sur un sous-thème. Il faut obtenir la classe C ou E sur le thème O. Si vous voulez un descriptif un peu plus détaillé de la notation du thème O, vous pouvez vous référer au guide O. Et pour finir, le thème O sur ISIA, donc je vais vous présenter rapidement comment se gère l'eau sur ISIA. Donc premièrement, nous avons un rappel des informations du sous-objet et de l'objet, à quelle campagne elle appartient, le niveau. Nous avons ici les quatre engagements dont on avait parlé précédemment, avec l'identification obligatoire. Et nous avons, au sein de l'objectif utilisation raisonnée des énergies et des ressources naturelles, le thème eau. Donc là, c'est la page qui apparaît quand on a cliqué sur le thème eau. Donc nous avons ici les sous-thèmes, donc il y a consommation d'eau potable et gestion des eaux pluviales et des eaux usées à la parcelle. Et les blocs d'exigence, gestion des eaux pluviales, fonction régulation hydraulique. Ici, nous avons les blocs d'exigence, donc là par exemple sur le débit de fuite, et une exigence qui permet de calculer la note de ce bloc d'exigence. Si vous voulez plus d'informations, vous avez donc ici des points d'information qui vous permettent d'avoir plus de renseignements sur l'exigence, sur les modes de preuve apportés. Vous avez également une colonne de saisie qui permet de voir si vous avez correctement renseigné l'exigence. Donc là, c'est les informations que vous mettez pour répondre à l'exigence.
et vous avez ensuite la classe associée à chaque exigence, bloc d'exigence.